Voilà. Et pour démarrer avec donc, mon invité, il s'appelle Mohamedou Thiam. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir. Voilà. Bonsoir également à vous, Asmali. Bonsoir. Voilà, donc nous allons décrypter cette œuvre romanesque de Mohamedou Thiam qui s'intitule Les rayons des ombres. Mohamedou Thiam donc est écrivain et vous êtes actuellement étudiant en master 2 au département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et en même temps vous êtes assistant au département administration d'Expresso. Effectivement. Si je me suis... Effectivement. C'est ça. Donc, comme vous avez si bien dit, Madame, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, de me donner l'occasion de faire la promotion de ce roman, Les rayons des ombres. Et je pense que vous avez bien expliqué le parcours étudiant et en même temps assistant administration au département d'administration de Expresso Sénégal. Ouais. C'est votre premier ouvrage, Les rayons des ombres? Oui, c'est mon premier ouvrage, oui. Il est publié quand est-ce? C'était le 20 avril 2019. Les rayons des ombres, c'est bien évidemment une figure de style, donc c'est l'oxymore qui est utilisé. Pourquoi les rayons des ombres? Effectivement, c'est un plaisir de répondre à cette question. Comme vous l'avez dit, c'est la littérature. Parce que quand on parle de rayons et ombre, donc c'est deux termes qui sont opposés. Parce que quand on parle de rayons, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Mais quand on parle d'ombre aussi, c'est l'absence de la lumière. Mais quand on parle des rayons des ombres, donc c'est parce que dans le livre, comme vous l'avez si bien lu, je pense, il y a des personnages qui ont incarné une vie ténébreuse, une vie parsemée de manque d'expérience, de manque de connaissances et tout. Et tout ça, ça peut représenter les ombres, manque d'expérience, de connaissances, il n'y a pas de lumière. Mais aussi, quand on parle d'ombre, quand on parle de rayons, c'est la lumière. Et comment maintenant la lumière peut venir de l'ombre. Donc c'est ce qu'on doit, voilà, par le temps on va éclaircir ceux qui nous écoutent. Pourquoi les rayons des ombres? Voilà, je pense qu'à travers donc cet ouvrage, vous avez décrypté deux personnages. Il s'agit de deux sœurs. Effectivement. Et c'était deux sœurs, c'est Nafi et Mossane, et qui venaient fraîchement du village pour venir poursuivre leurs études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et deux filles venant du village, éduquées religieusement et culturellement, enracinées dans les valeurs culturelles du village et de l'Afrique en général, comme on peut le dire. Mais une fois à l'université, il y a un basculement de part et d'autre, et tout ça lié à la vie universitaire, parce qu'aujourd'hui, quand on est élève, on est au lycée, on n'a pas trop envie de parler de l'université, on se focalise sur comment avoir le baccalauréat et tout. Mais une fois que cela est acquis, la première chose, c'est comment découvrir l'université. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui sont passés par l'université savent bien ce que j'ai dit. Quand on est nouveau, donc on ne maîtrise pas l'environnement universitaire, on ne maîtrise pas les réalités de l'université. Et quelle que soit son éducation, on peut être détourné. Et c'est le cas de Nafi et Mossane. Nafi qui est conservatrice, qui est vraiment intéressée par les valeurs traditionnelles du village. Même Mossane aussi, elle a reçu la même éducation, mais une fois à l'université, donc elle a été victime parce qu'elle a dérouté, elle n'a pas su maintenir le cap en respectant et en vivant avec les valeurs du village. Donc elle a été détournée par des anciens qui ont bien maîtrisé le campus, qui ont bien maîtrisé les nouvelles bachelières, comme nouveau bachelier qui vient d'arriver sans expérience. Et c'était un lieu un peu flou, manque d'expérience. Et finalement, elle n'a pas pu échapper au piège de Djegan, qui est un président d'Amical. D'accord. Effectivement. Voilà, donc ce sont deux réalités différentes, si je ne me trompe pas. Deux personnages différents également, leur valeur culturelle. Voilà, je pense qu'il y a Nafi qui est toujours qui respecte toujours les valeurs culturelles ancestrales, contrairement à Mossane. Effectivement. Et là, on voit la notion de réactivité et de proactivité. Parce que Nafi a fait preuve de proactivité. C'est-à-dire qu'une fois à l'université, les pièges étaient là, il y avait l'APA qui était là. Donc des jeunes garçons qui faisaient semblant de vouloir les aider, les orienter à s'inscrire et à vraiment mener de bonnes études à l'université. Mais Nafi, elle a très bien compris dès le départ que ces gens-là, bon, il ne fallait pas toujours
se donner à 100% à des étudiants parce que c'est des anciens qui ont de l'expérience et elle a été toujours méfiante, mais aussi ce qui fait son fort, c'est le fait de s'enraciner dans les valeurs traditionnelles de son village et ce qui a fait que Nafi, elle a pu échapper au piège de ses étudiants, de ce président d'amicale avec son ami Keman et tout. Et elle a fait preuve de proactivité. Pourquoi? Parce que elle vivait aux dépens de ses propres valeurs, elle a incarné ses valeurs, mais aussi elle avait compris cette mission. En tant qu'étudiante, la mission, on a laissé des parents au village, on est venu à l'université, c'est pour apprendre, réussir et aller servir son pays. Ça, c'est la notion de proactivité de la part de Nafi. Mais quant à Mossane, elle a été réactive parce que, vous savez, que ça soit à l'université ou bien dans la vie sociale, donc la majeure partie de la population vit aux dépens du monde extérieur. C'est-à-dire qu'on est déterminé par le monde extérieur. On veut vivre pour plaire aux autres, vivre en conformité avec les autres pour ne pas être rejeté. Cette peur du rejet fait que des fois, que ça soit dans la vie sociale, que ça soit surtout à l'université, parce que vous savez, au village, il y a une vie qu'on ne connaît pas là-bas. Mais une fois à Dakar, quand on dit Dakar, c'est la capitale. Oui. Donc, il y a beaucoup d'incarnations. Il y a la nouveauté, il y a le luxe un peu partout. Donc, cette fille qui n'a pas l'expérience de la capitale, surtout en environnement université un peu hostile par rapport aux nouveaux arrivés, donc Nafi n'a pas su faire attention. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est donnée au jeu elle a fait étalage de sa beauté, elle a pu profiter de sa beauté, mais aussi cette beauté est devenue un piège pour elle parce que c'est à cause de cette beauté, elle a vanté sa beauté. Oui, bon, j'ai pas besoin même de m'inscrire dans les listes, de faire la queue parce que je suis belle, peut-être je vais charmer un président d'amicale. Et voilà, le président d'amicale aussi est tombé sur le charme de la beauté de cette jeune fille-là. Et finalement, il y a un accrochage qui fait qu'elle a été dès le début possédée par ce président d'amicale qui a réussi à prendre le contrôle sur elle et le détourner de ses objectifs les plus studieux qui sont étudier, réussir et aller servir. C'est ça. Donc c'est le déracinement et l'enracinement qu'on peut capter sur cette œuvre. Bon, je dirais pas à 100% que ce qui est arrivé, c'est à cause de son déracinement. Parce que tout au début, on a vu que elles étaient éduquées dans la même maison, elles ont reçu la même éducation de base religieuse et culturelle. Mais le problème, c'est que quand on vient à l'université en tant que fille, on n'est pas trop expérimenté d'abord et on a des gens qui nous conseillent, ok, venez, on est des étudiants, donc on a été aidés par nos anciens, vous aussi en tant que nouvelle étudiante, donc on s'en charge pour l'aide, pour l'orientation. Donc et là, tu fais confiance à la personne. Et sur ce, le président d'amicale a réussi parce qu'il a compris que cette jeune fille n'est pas expérimentée, elle ne maîtrise pas encore l'environnement universitaire, donc elle a profité de son innocence. C'est ce qui a fait que ce manque de maturité a fait qu'elle est tombée dans le piège. Mais ce n'est pas parce qu'elle a été déracinée. Mais finalement, elle tend vers le déracinement parce que il y a une autre vie, une nouvelle vie, une charmante vie qui s'offre à elle. Et dépourvue d'expérience et de tout, elle se donne à cette vie. Elle s'est donnée à cette vie. Et c'est ce qui a fait qu'il y a tellement d'événements qui sont arrivés à Mossane du début jusqu'à la fin du roman. Peut-on savoir ces événements, quel a été son sort après? Bon, son sort, je pense que ça serait mieux de le laisser avec les lecteurs. Je demande à tous les lecteurs d'aller, surtout les nouveaux bacheliers qui n'ont pas l'expérience. Donc ce roman, ça va leur servir. C'est un pain aujourd'hui que doit se nourrir tout nouveau bachelier et même les anciens pour se servir de ce roman. C'est un roman aujourd'hui qui édifie, qui guide toute personne, même que ce soit les acteurs de l'éducation, les parents, les élèves, étudiants et tout, parce que tout le monde a besoin de connaître et de maîtriser et de faire la différence surtout entre l'université vécue et l'université perçue. C'est important. Donc je leur laisse la possibilité d'aller à la rencontre de ce roman pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est le sort de Mossane, pour aussi éviter les tentations et tout. Quels sont les thèmes qu'on peut retenir? Les thèmes, il y a le thème de l'amour, il y a le thème de l'éducation, il y a la trahison, il y a l'amitié, il y a la mort. Donc il y a tellement de thèmes qui sont riches. Il y a la culture aussi, la tradition, les valeurs culturelles du village et il y a aussi même l'environnement, la nature et tout. La mort, c'est lié à quoi, à quel aspect dans ce livre?
Bon, la mort, c'est lié à la mort de Diégane, qui est même un personnage important de ce roman, qui est le président d'Amical, qui après son voyage est revenu au Sénégal et avant d'arriver à destination, il a fait un accident et voilà, finalement il est décédé. D'accord, c'est Moussane. C'est Diégane. Diégane, oui, le président de l'Amical. Ah d'accord, qui était donc le petit ami de voilà, Moussane. de Moussane, oui, effectivement. D'accord. Voilà. Et il y a également la culture, comme vous l'avez dit tout au début, la culture qui est différente. Voilà, une nouvelle vie qui s'offre quand on est dans la capitale sénégalaise. Voilà, donc comme vous venez de le dire, ça peut apprendre. C'est pas seulement lié aux étudiants, mais à une personne lambda qui débarque dans une ville méconnue. Effectivement, parce que quand on débarque là où on ne connaît pas, que ça soit n'importe quelle partie, mais plus particulièrement la ville. Quand on dit Dakar, c'est le centre. Et donc, dans ce centre, il y a ce qu'on appelle le melting pot. Donc, il y a toutes les cultures, il y a les traditions, il y a différentes personnes. Et vous savez, l'université, c'est un milieu en miniature. On a presque toutes les nationalités là-bas. Donc, toutes les localités du Sénégal sont représentées, mais aussi même à l'étranger. Donc, il y a vraiment plusieurs cultures, on rencontre plusieurs personnes. Et dans un milieu comme ça, c'est pas trop évident si on ne fait pas attention, si on n'a pas... Même on peut recevoir une très belle éducation de base, mais une fois à l'université, avec les tentations, avec le milieu qui est méconnu et tout, donc on peut ne pas... C'est pas évident de réussir parce qu'on a plus d'éléments qui te poussent à échouer que de réussir parce que tu es ton propre père, tu es ta propre mère. Papa et maman ne sont pas là, les oncles ne sont pas là, donc tu peux faire usage des valeurs que tu as reçues au niveau de la famille et les mettre en marche pour vraiment essayer d'échapper à certains pièges. C'est ça. Asmalik, vous venez de suivre donc les explications de l'ouvrage de M. Mamadou Thiam. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon dans cette œuvre? Oui, moi je vois aussi de l'influence. Je vois de l'influence. Quand je dis influence, c'est quelqu'un qui maîtrise le lieu où il est. Il peut facilement influer l'autre à le suivre. J'ai aussi vu le regard de l'autre. C'est-à-dire le regard de Moussa, de Moussane envers l'autre et le regard aussi des étudiants qui sont déjà à l'université, qui ont fait pas mal d'années, qui maîtrisent bien leur environnement. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, vous m'avez donné envie d'aller lire ce livre. Je travaille avec un metteur en scène qui me demande beaucoup de lire. Et en t'écoutant parcourir le livre, ça m'a donné envie d'aller lire. Mais je vois beaucoup l'influence, je vois aussi le regard de l'autre. Voilà. Bien sûr. Donc, voilà, c'est de la fiction comme du théâtre également. Voilà, c'est de l'imaginaire, mais qui est conforme toujours à la réalité, Thiam. Effectivement, conforme à la réalité, parce que je me rappelle bien, c'est même la source, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'inspire à écrire ce roman, c'est une longue histoire que je vais raccourcir. Je me rappelle un jour, vous savez comme il y a le pléthore au niveau des chambres, là où on doit loger 5 personnes, on est 15 étudiants. Donc moi, des fois, je sortais de la chambre pour aller au niveau du balcon pour prendre de l'air la nuit. Et parfois même, je dormais là-bas. Et un jour, vers 3 h du matin, il y a un étudiant qui se tenait juste devant ma tête, là où je m'étais allongé. Et il était au téléphone et qui disait des choses choquantes. Elle dit, OK, j'ai appelé la jeune fille, je suis passé au-dessus d'elle, c'est-à-dire qu'elle a eu des rapports intimes avec la fille. Il a eu des rapports intimes avec la fille. Il a déjà abusé de cette fille. Et maintenant, le pire, il appelle un autre ami à qui il conseille d'aller à la rencontre de cette fille, vu que c'est une fille facile. Et aussi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait ce que j'avais à faire avec elle. Maintenant, c'est à ton tour. Mais fais semblant, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Donc, et écoute, je me rappelle un sujet. Là où, quand j'étais en classe, on a donné un sujet, comme je suis au département d'anglais. Le sujet, c'était quoi? C'était en anglais. When you educate a boy, you educate a person. But when you educate a girl, you educate a whole nation. Quand tu éduques un homme, c'est comme tu as éduqué une seule personne. Mais quand tu éduques une fille,
tu éduques toute une nation. Vu l'importance de la femme. La femme, quand la fille est juste, quand la fille est bonne, on peut aspirer à une société de valeurs, à une société équilibrée, mais quand la fille déroute, la société aussi poursuit le chemin de la fille parce que la société c'est comme un train et la fille est la locomotive. Donc si cette locomotive est en panne ou bien a des anomalies, donc ça aura facilement des répercussions dans la société et dans tous les aspects de la vie. Ce qui a fait que moi j'ai été, ça m'a révolté, je me suis dit, écoute, comment quelqu'un peut abuser d'une fille? Non seulement tu t'arrêtes pas, mais tu incites les autres à faire pareil. Et imaginez des filles qui sont venues à l'université avec leurs pas inconscients, qui n'ont pas compris ce milieu glissant et que d'autres personnes, après avoir abusé de ces filles, vont pousser d'autres à faire de même. Et j'ai dit, il faut que j'écrive quelque chose pour dénoncer. Parce que tout parent qui laisse son enfant aller à l'université, fille ou garçon, c'est pour une réussite. On est l'espoir de notre cher Sénégal, de l'Afrique et du monde. Donc si on laisse des personnes abuser de ces filles-là, donc ça ne fait pas l'affaire. Là, la faute est infligée aux hommes. Bon, pas à 100%, parce que aussi, d'une part, on peut dire oui, d'autre part, on peut dire non. Parce que la fille qui a son bac, en général, on considère qu'elle a 18 ans, minimum, elle est majeure. Mais ce fait d'être majeure aussi ne veut pas dire maturité. Parce que aussi, on est dans un milieu qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, comme tu l'as dit. Donc, c'est pas évident, malgré l'âge qu'on a, l'expérience, l'éducation, on peut basculer à tout moment. Donc, c'est ça. Mais les hommes aussi, ils abusent de ce manque de compréhension des jeunes filles. Faire semblant de donner des documents, viens dans ma chambre, je te donne des documents, je vais te codifier, tu es venu du village, tu n'as pas de chambre. Imaginez ces jeunes filles qui étaient logées à Buntu Pikine. Elles venaient toujours là-bas. Donc, elles avaient besoin de soutien. C'est-à-dire que de venir loger au campus pour être prêts à aller faire leur cours et être à l'aise. Minimiser les frais de transport, le temps et tout. Donc, c'est ces paramètres qui ont fait que certains garçons, comprenant le besoin de ces filles, ils abusent de ça. C'est ça. D'accord. En tout cas, donc, les femmes qui ont souvent ces genres de problèmes, les hommes en ont peu. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, c'est la femme enfante. Et je pense que donc la femme doit être bien éduquée, l'éducation de base compte surtout. Donc avant que cette femme bachelière un jour et qui doit donc aller poursuivre ses études dans une école universitaire. Effectivement, c'est ça. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, beaucoup de bacheliers, c'est après le bac que les gens commencent à chercher qu'est-ce que c'est l'université. Le premier jour que tu pars là-bas, tu ne sais même pas par où commencer. Voilà, tu dis, ok, je vais à l'université pour m'inscrire en première année, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as besoin d'orientation. Maintenant, la personne qui est là pour t'orienter, il y a une confiance qui est là parce qu'on ne maîtrise pas les milieux, c'est lui qui maîtrise, donc je le laisse devant. Et je ne fais que suivre. Il y a des jeunes filles quand même qui sont braves, qui ont bien compris le jeu des garçons et qui parviennent des fois à s'échapper, à éviter tout cela. Il y a aussi les amicales qui sont là, qui aident les bacheliers maintenant vraiment à avoir une bonne orientation. Mais malgré tout, il y aura toujours des prédateurs qui vont venir chercher des poids. Ça ne va pas manquer. L'université, c'est une société, c'est un milieu de vie. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait une répercussion de la vie sociale à l'université, parce que les étudiants aussi, quoi qu'on puisse dire, ils ne viennent pas du ciel, ils viennent des maisons. Donc, c'est le fruit de la société, c'est le résultat de l'éducation des maisons qui se reflète au niveau du campus social. Je pense que les hommes doivent appuyer, accompagner les filles, je pense dans ce sens, mais ils ne doivent pas profiter d'elles comme ça. Parce qu'ils savent très bien que quand elles viennent, elles sont innocentes, elles ne savent rien, et ils en profitent comme ça. C'est injuste de leur part. Bon, ils les accompagnent parce que ce n'est pas tous les hommes. J'avoue qu'ils les accompagnent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des présidents d'amicales qui font vraiment un travail excellent, qui aident les filles à avoir des tickets. Vous savez, on n'est pas au même niveau en matière d'économie. Ça veut dire qu'économiquement, on n'est pas pareil. Il y a une jeune fille même qui peine à se payer un repas à 150 francs ou bien même un petit déj à 75 francs au temps. Maintenant, le garçon qui a compris ce manque d'argent de cette situation un peu précaire, donc
il profite de cela, mais au contraire aussi, il y a des personnages, quand les gens vont lire ce roman-là, ils verront des personnages, des personnes qui ont vraiment eu l'initiative de trouver des jeunes filles dans leur chambre et distribuer des tickets de restaurant, les aider, leur donner des copies. À l'approche des examens, il y a des gens qui les accompagnent. Il y a ce système de parrainage qui est là. Donc, tu es ancien, donc tu dois aider les nouveaux bacheliers, les donner le goût vraiment de s'adapter, d'aimer ce qu'ils font et de réussir. Donc il y a tout ça, mais quand même, comme je t'ai dit, c'est pas tous les garçons qui sont comme ça à l'université. C'est la société qui se reflète là-bas, parce que dans la société, ça existe. Donc ça existe là-bas dans un autre environnement qui est l'université. C'est ça. D'accord. Après les rayons des ombres, vous envisagez d'écrire d'autres ouvrages, bien? Oui, effectivement, parce que même le livre, ça c'est le tome 1. Donc on a un projet d'écrire le tome 2. Donc parce que là, il y a la disparition de Mossan à la fin du roman, qui n'est pas toujours revenu et qui va certainement revenir. Mais comment ce retour-là? Donc voilà, donc ça va venir. Et je vous assure que bientôt, ça sera un livre disponible. Mais pour l'instant, on a un autre projet d'écriture sur le métier qu'on est en train d'exercer, le métier du coaching. Donc on a un projet d'écriture sur ça. On peut faire terminer sur le ça. coaching. Voilà, le coaching, oui. Donc, quel genre de coaching? Donc, moi, je vais faire un peu du coaching intégral, c'est-à-dire que j'ai fait les études à l'école de Genève, l'Institut de coaching international basé en France. Donc, ça sera un coaching intégral, coacher les entrepreneurs, les dirigeants, les sportifs. Donc, tout ce que la personne fait dans sa vie, on peut l'accompagner. C'est un accompagnement qui aide la personne à aller en profondeur d'elle-même, découvrir ses talents, ses potentiels. Et comme on le dit, l'homme, l'être humain est comme une étoile. Et l'étoile doit briller. Mais d'où vient cette lumière en soi? Parce que ces lampes-là, c'est parce qu'il y a de l'électricité que les lampes sont là, brillantes et tout. Mais l'homme qui doit se comporter comme l'étoile, c'est-à-dire que l'étoile qui brille, mais la lumière de l'étoile vient en elle-même. Et ce qui doit éclairer la vie de l'homme, c'est l'ensemble des capacités, des potentiels avec quoi l'homme est né. Donc, le coach, il vient accompagner la personne à faire ressortir ce talent, ce potentiel qui est en toi et de faire valoir tout cela. Donc, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie, on peut accompagner la personne. Parce que le coach n'a pas besoin de maîtriser à 100% le métier que la personne fait pour l'accompagner, mais par des questions puissantes, par un questionnement puissant, donc on peut parvenir à faire un état des lieux de ce qui se passe, tout ce qui se passe, les problèmes que rencontre la personne, et on l'accompagne, que ça soit tout ce que la personne fait dans la vie, le menuisier, le soudeur, l'enseignant, le directeur général, on peut l'accompagner parce qu'on a tous des objectifs dans la vie et on a besoin d'atteindre ces objectifs. Et le coach est là, il n'est pas un conseiller, il n'est pas un consultant, il n'est pas un psychologue, mais il est un accompagnant qui accompagne la personne à avoir une vision claire et précise de son objectif et de le réussir. Et on est dans ça. C'est quelque sorte de management. Bon, il y a des nuances entre le coaching et le management. Parce que le manager, donc, il a des objectifs, il a une équipe et il fait le dispatching de ces objectifs-là au niveau de ses équipes. Mais le coach, il vient même accompagner ce manager, parce que le manager qui a un objectif global, qui a une équipe à diriger, qui a besoin de comprendre le fonctionnement de son équipe, qui a maîtrisé son objectif, mais qui veut l'atteindre, il a besoin de faire référence à un coach pour même l'accompagner. Et comme je vous l'ai annoncé tantôt, j'ai comme invité aussi sur ce plateau, chez Asmalik, donc qui est comédien et en même temps donc assistant à la mise en scène. Asmalik, le métier de comédien donc est-il difficile? Oui, je vais commencer par dire merci. Merci de m'avoir invité. Bon, c'est As Niang, un jeune comédien qui a eu à débuter il y a pas mal d'années. Après, j'ai eu passé à Arcots de Dakar. Après, j'ai eu à passer à Blaise Senghor lors des ateliers de Festart organisés par Makodou Mbeng. Après, je me suis inscrit dans l'Académie Théâtre de Makodou. Après ça, j'ai fait mon stage à Sorano en tant que comédien stagiaire. Après, j'ai eu le contrat de prestataire de service. Et là, je travaille avec pas mal de compagnies, de compagnies privées.
Alors le travail de l'acteur ou le travail d'un comédien, c'est très difficile. Quand je dis difficile, pour moi, c'est un travail de tous les jours. Et c'est un travail de corps, c'est un travail mental, je peux dire un travail de cerveau. Quand je dis un travail de corps, il y a Mamadou Diop, notre professeur, qui nous disait que pour lui, le comédien, si on peut l'appeler comédien, son corps en fait partie. Je m'explique, parce que celui qui joue du guitare, quand on appelle guitariste, parce qu'il a son instrument. Mais le comédien, il est à la fois son corps et son instrument, et c'est lui qui doit jouer l'instrument. Donc si le comédien ne travaille pas pour connaître son corps, il peut avoir des difficultés. Donc il y a le travail de l'expression corporelle, il y a le travail physique, il y a aussi le travail bon, je peux dire de la tête, je peux dire le travail de la mémoire, parce que nous tous, êtres humains, on a deux mémoires, on a la mémoire affective et la mémoire sensorielle. Je pense que la mémoire sensorielle, c'est là où se trouvent les organes de sens. Et la mémoire affective, c'est tout ce qu'on a vécu, voilà, tout ce que l'autre a vécu, tout ce qu'on a vu, ça est là. Et il y a des situations qu'on nous demande de jouer, c'est à partir de là qu'on doit puiser pour que ça soit réel. Au niveau du public qui est là, en direct, en train de nous regarder. Donc le travail de comédien, c'est un travail très difficile. C'est un travail de corps et un travail mental et un travail de recherche aussi. Tous les jours, il faut lire. C'est aussi un travail de diction. Quand je dis diction, c'est la voix, c'est les articulations. Parce que je me dis des fois que nous, Sénégalais, on n'est pas français, mais on joue, la plupart de nos spectacles, c'est en français. Même, il y a des mots en Wolof, si on ne fait pas attention, on ne va pas bien les prononcer. Donc, il y a un travail de diction aussi que le comédien doit faire. Il y a aussi le travail de respiration que le comédien doit faire pour pouvoir être sur scène et jouer 1h30 de spectacle. Si tu ne fais pas un travail de respiration, tu auras des problèmes pour récupérer. Aussi pour projeter la voix. Par exemple, dans un spectacle où on a 300 spectateurs, on a 15 ouverts et rangées de chaises. Donc si on ne parle pas fort, le public ne pourra pas entendre ce qu'on dit et de le vivre. Donc c'est un travail difficile, mais pas difficile. Difficile si tu ne le fais pas. Bon, pas difficile si tu essayes de t'exercer tous les jours et si tu as des bons encadreurs aussi. Ouais. Ça joue. Donc, le comédien doit très bien préparer son spectacle avant de débuter. Oui, ça aussi, c'est un autre travail. Bon, le travail, la préparation d'un spectacle aussi, c'est un autre travail. Parce que le comédien, lui seul, il doit travailler tous les jours. Mais si le comédien prépare un spectacle aussi, c'est une autre préparation. Je m'explique. Il y a des metteurs en scène où, tout au début de la création, ils commencent par des séances de lecture. Il y a des metteurs en scène, tout au début de le spectacle, ils commencent par des improvisations. Il y a des metteurs en scène où, tout au début du spectacle, ils commencent par expliquer l'histoire aux comédiens pour les mettre dans le bain, comme on le dit. Maintenant, à chaque metteur en scène, sa méthode. Donc le comédien doit avoir plusieurs méthodes. Si, par exemple, vous travaillez avec un metteur en scène qui tout au début vous a donné la pièce à jouer, c'est-à-dire le texte écrit, et il t'a distribué, on dit distribué, il te dit, bon, As, tu vas jouer tel rôle. Le fait seulement de se limiter que je m'appelle Arona ne suffit pas. Donc le comédien doit lire le texte. Il y a ce qui dit lecture premier degré, lecture deuxième degré, ainsi de suite. Après, il y a la compréhension de texte. Il faut aller jusqu'à qui est Arona. Il habite où? Il a quel âge? Le passé de Arona, c'était quoi? Le présent, il est quoi? Au futur, il va devenir qui? Il y a tout ce travail-là. Et il y a le travail de la compréhension aussi du texte. Pourquoi
Arona dit ça. Pourquoi, au lieu de ne pas dire, bon, mais il préfère, après le travail de texte, je pense qu'il y a le travail de personnage. Et pour les personnages, il y a des personnages qu'on doit composer, mais il y a des personnages qui ne demandent pas la composition. Par exemple, moi, As, si je devais jouer un rôle d'un personnage qui a 50 ans, alors que moi, je suis dans les trentaines, il me faut faire un peu de la composition. Et si je ne connais pas mon corps, je ne pourrais pas composer. Alors, les préparations de spectacle diffèrent. Il y a des spectacles, si c'est 6 mois de travail, moi, en tant qu'As, la façon de me préparer, c'est que je ne me précipite pas pour apprendre le texte. Mais j'essaye de comprendre l'histoire et le déroulement de l'histoire. Il y a des spectacles où je suis le dernier à savoir mon texte, mais au moment des filages, je sais et mon texte et le texte de mes autres partenaires. Si quelqu'un se trompe, je lui dis non, tu devais dire ça. Donc il y a tout ça. Oui. Selon le spectacle et le volume de travail et le temps que vous avez à faire, donc le travail peut changer. Mais la préparation du spectacle demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration, mais à la fin, beaucoup de sérénité. Asnian, vous avez eu à donc jouer dans beaucoup de spectacles. Vous pouvez citer quelques-uns? Oui, j'ai fait La Cruche cassée avec Ibrahima Mbaye Sopé. C'est écrit par un Allemand et adapté par Omar Ndao, qui nous a quittés il y a très longtemps, et c'est Sopé qui a fait la mise en scène. C'est un jeune qui devait partir à l'armée, après il y a eu des problèmes avec le juge et tout. J'ai aussi joué dans Le Choix de Lori, avec Sorano, mise en scène par Ibrahima Mbaye, qu'on a eu à jouer lors du festival de Casamance en scène de Boussana. J'ai aussi joué avec Sorano Le Chemin des Tirailleurs, qu'on a joué un peu partout en France. C'était une coproduction avec un théâtre qui se trouve au niveau de la France et le Théâtre National Daniel Sorano, dont j'étais stagiaire, et j'ai été choisi par le metteur en scène. Et j'ai eu aller là-bas jouer dans beaucoup de villes. On a eu à jouer à Nogent-l'Artaud, Chemin des Dames, la Taverne du Dragon. On a eu à jouer là où se reposaient les soldats après la guerre. Voilà. C'est le Chemin des Tirailleurs. Oui, le Chemin des Tirailleurs, ça raconte la venue et l'apport des tirailleurs sénégalais pour la France. Donc on a eu à jouer là où se reposaient les soldats après leur combat. En France. Oui, c'était en France. En quelle année? C'était en 2017-2018. Vous avez joué là-bas? Oui, c'était en 2017-2018. Vous avez joué au Sénégal? Oui. Voilà, donc, d'accord. Oui, j'ai aussi à jouer au Sénégal. Le même spectacle ou d'autres spectacles? Le même spectacle. Oui, le même spectacle, on l'a joué une fois ici. Et quand ça devait revenir au Sénégal, j'étais un peu pris par un autre spectacle. Et finalement, le Sorano m'a remplacé avec un autre comédien. Après ça, j'ai eu aussi à jouer de l'importance d'être d'accord, où avec mes barbes, je devais jouer le rôle d'un enfant. Voilà, un enfant qui, sa maman était malade. Et il se dit que c'était à lui d'aller chercher remède. Donc, il est parti avec son professeur pour parcourir les montagnes, pour essayer de trouver remède pour sa mère. Mais finalement, l'enfant n'est pas revenu. Bon, le personnage n'est pas revenu, mais moi, je suis là. Et c'était avec Bérangère Brooks. C'est le spectacle aussi qui m'a beaucoup marqué. Après, j'ai joué dans Liking, un spectacle qui parle un peu de l'Internet, la place que s'occupe l'Afrique par rapport à l'Internet. Aujourd'hui, si tu fais des recherches sur Internet, quand tu demandes femme, on te montre que des femmes blanches, aux cheveux longs et lisses. Alors, si tu continues ou tu précises femme sénégalaise, on te montre, les tchouraïs, les némali, etc. Et on dit, donc, la femme, est-ce qu'elle est forcément blanche? Voilà, donc c'est ça. Notre dernier spectacle, c'est Le Débat. Oui, Le Débat. Oui, Le Débat, c'est un jeune couple qui veut se marier et qui se pose la question, est-ce qu'ils vont signer polygamie ou monogamie? Et sur ce spectacle-là, j'ai joué plusieurs rôles à la fois. Il y a des scènes où j'étais professeur Soirée, il y a des scènes où j'étais professeur Dieng, il y a des scènes où j'ai fait un petit frère qui va rendre visite à la femme de son grand frère pour lui dire que mon frère vient d'épouser une deuxième femme
Après aussi, moi, j'ai un personnage qui devait annoncer à sa femme que j'ai épousé une deuxième femme. Mais c'est la fille de mon oncle et c'est mon oncle qui me l'a donné. Bon, c'était un spectacle dans le spectacle, pendant une heure, je dois jouer 4 ou 5 personnages différents. Donc, c'était un gros travail derrière. Et finalement, je vais dire qu'on l'a réussi. Et on l'a joué un peu à Dakar, à Sorano, à Blaise Senghor, à l'Institut français de Dakar. On a joué à Tamba, à Kolda. On devait jouer à Ziguinchor. Malheureusement, le décret du président nous a attrapés en route et on a pu retourner à Dakar. Jusqu'à présent, on ne l'a pas joué. Mais on a un autre spectacle aussi qui s'appelle L'ennemi du peuple, qui est prêt à faire jouer. Mais vu la situation du pays, on ne peut pas encore le jouer. Voilà un peu les spectacles, pour ne pas citer tous les spectacles que j'ai faits. Voilà en gros quelques spectacles que j'ai faits. Monsieur Thiam, on vient de voir avec Asnian, les différents rôles d'un comédien. Que pensez-vous de ça? Oui, ce que je pense de ce je dirais que c'est quelqu'un, quand on sait ce que c'est l'art, ce que c'est la comédie, le théâtre, on sait que je peux dire que vraiment, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. D'abord, ça c'est le premier constat que j'ai fait. Parce que quand tu parles de la connaissance de soi, parce que quand on veut jouer un rôle, avant de miser sur ce qu'on va jouer, on doit essayer de faire comme un travail corporel pour la maîtrise de soi-même. Parce que quand on ne se maîtrise pas, on ne peut pas maîtriser ce qu'on va jouer. Mais il faut se maîtriser soi-même et aller jouer ce qu'on doit faire, ce qu'on a à jouer. Mais vous savez, le théâtre, c'est quelque chose qui a une partie très 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 puissante dans la littérature, dans l'art en fait, en général dans l'art. Mais aujourd'hui, peut-être la question que je vais poser à monsieur Asnian, c'est une question qui me marque beaucoup parce que moi, en tant qu'écrivain, je sais ce que c'est le théâtre, je sais ce que c'est la comédie, parce que quand on est dans la littérature, on connaît tout cela, normalement. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois comment la comédie se joue au Sénégal, par rapport à la fonction de l'art, la fonction du théâtre, du comédien, et ce qui se passe aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer la vraie fonction de l'artiste, du comédien, du théâtre, par rapport à ce qu'on voit des fois dans les pièces théâtrales ici, surtout au Sénégal, que les gens même jugent des fois d'intime, d'anomalies, vu le non-respect du rôle du comédien ou bien de la fonction du théâtre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vraiment me dire sur ça? Oui, si on parle de théâtre, je veux dire qu'il y a beaucoup de genres. Il y a la tragédie, il y a le drame, il y a même en comédie, il y a comédie, il y a bouffon, il y a bouffonnerie, il y a ce qu'on appelle aussi, il y a ce qu'on appelle clown, il y a farce, il y a tout ça. Et je pense, si j'ai bien entendu la question, c'est plutôt ce qui se passe dans la télé. Ça, c'est tout sauf du théâtre. Le théâtre, c'est là, c'est en direct. Je joue, je suis là, le public est là. Après le spectacle, si vous avez des questions à me poser, vous venez directement. On se salue, on discute après, chacun part. Et ce travail-là, c'est un travail pendant 8 mois ou 9 mois de travail, avec de la mise en scène, avec des précisions. Voilà. Et ce qu'on voit à la télé, c'est les séries ou les sketchs ou autres. Moi, je suis quelqu'un qui dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, c'est aux Sénégalais de savoir ce qu'ils veulent consommer. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun est libre aussi de se lever un jour pour dire, voilà, moi, ce que je fais, je peux le nommer comme ça. Mais le théâtre reste toujours le théâtre. La comédie reste la comédie. Les séries restent les séries, les sketchs restent les sketchs. Le Sénégalais a son point de vue, s'il veut, mais le comédien aussi
sa méthode ou sa façon de travailler. D'accord. Et comme on le sait, la Covid-19 a frappé de plein fouet le monde culturel et le Covid-19 est aussi devenu une source d'inspiration chez les artistes. À Louga, l'Académie du théâtre présente une pièce qui s'appelle Covid-19 et ses alliés à la barre. Pour plus d'éclairage, nous allons voir ça avec notre correspondant Omar Kairé depuis Louga. La Covid-19 a excité le talent chez certains artistes, au théâtre en particulier. Et ceci à 2 pas pour atteindre le bout du monde. Et pourtant, je ne me déplace pas seul. Bien. Faites quelque chose alors, si vraiment vous êtes docteur. Dans la capitale du Ndiambour, l'Académie du théâtre de Louga a proposé Covid-19 et ses alliés, une pièce consacrée à la pandémie. Je suis coupable de tous les faits qui me sont reprochés et j'assume pleinement mes responsabilités. Mais lorsque la Covid nous a frappés, on a dit, mais en tant qu'artistes, notre devoir est de venir accompagner, donner nos savoirs. Donc ce qui a voulu aujourd'hui cette pièce de théâtre qui a pour titre Covid-19 et ses alliés à la barre, dont l'objectif est de sensibiliser et de rendre hommage à tous ceux qui ont participé en tout cas à la lutte contre cette pandémie. Mise en scène une seule fois, la création n'a pas pu être représentée de nouveau à cause des mesures restrictives instaurées par les autorités. Et pourtant, cette pièce constitue un outil de sensibilisation qui peut participer efficacement à la lutte contre la propagation du virus, soutient Lebundoy, directeur artistique de l'Académie du théâtre de Louga. Ce qu'on demande en tout cas à l'État, c'est quoi? C'est d'accompagner cette pièce-là. Au moins qu'il fasse le tour du Sénégal. À l'instar de ses camarades artistes, la scène manque Lebou et sa troupe, qui estiment que les théâtres et les clubs peuvent être réouverts. Seulement, dit-il, il suffit juste de les encadrer. Ça ne nous empêche pas vraiment de respecter les mesures barrières et nous lançons à l'appel pour qu'on puisse vraiment trouver une solution pour qu'on puisse retourner dans les scènes de théâtre. Dans un pays composé de 70% d'analphabètes, le théâtre populaire a été de tout temps un levier de sensibilisation sur tous les fléaux qui gangrènent